Et c'est reparti avec Cosmos, puis aujourd'hui, je vous apporte avec moi en 1966 à Pasadena, en Californie. C'est une belle journée de printemps, les affaires prospèrent, la vie est idéale, excepté pour un homme, oui, un géochimiste du nom de Clair Patterson, surnommé Pat. Un jour, cet homme s'est mis en quête de déterminer l'âge réel de la Terre, et au fil de ses recherches laborieuses, eh bien, il a découvert un fléau. Truman, regarde. Selon lui, un danger menace toute la population et il est déterminé à l'éradiquer, et ça, peu importe le prix. Connaissez-vous l'histoire du petit soldat de plomb? C'est parce que c'est Mickey Mouse, ça, le smart. Avant de vous raconter l'histoire de Clair Patterson, remontons dans un passé lointain, une époque où les étoiles produisaient la matière qui allait donner naissance à notre planète, notre merveilleux point bleu pâle, la Terre. Le fer pour son noyau en fusion, l'oxygène pour la roche, l'eau et l'air, le carbone pour les diamants et la vie. Au cours des premiers millions d'années suivant la naissance de notre étoile, le Soleil, les choses évoluent en douceur. Les grains de poussière se collent entre eux pour former des objets de plus grande taille, mais lorsque ces corps célestes deviennent assez massifs pour engendrer des forces de gravité, ils s'attirent mutuellement et leurs orbites se croisent. Aucune partie de sa surface n'était épargnée. Alors je vous pose une question simple. Puisque les traces de sa naissance et de sa jeunesse ont été effacées, comment pouvions-nous espérer un jour déterminer l'âge réel de notre monde? Cette question, eh bien, elle hante les peuples depuis l'Antiquité. D'ailleurs, en 1650, l'archevêque irlandais James Ussher fait une estimation qui semble résoudre le problème. Comme la plupart de ses contemporains, il se fonde sur l'autorité du récit biblique de la création. Mais parce que la Bible ne mentionne pas d'année exacte, Ussher cherche un événement dans l'Ancien Testament qui correspond à une date historique connue. Il le trouve dans le deuxième livre des rois, la mort du souverain Nabuchodonosor. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Nabuchodonosor, c'est écrit là. Donc, la mort du souverain Nabuchodonosor en 562 avant Jésus-Christ. Ussher additionne donc les générations de prophètes et patriarches, les 139 géniteurs de l'Ancien Testament depuis Adam jusqu'à Nabuchodonosor, puis il en déduit que le monde est né un 22 octobre de l'an 2004 avant Jésus-Christ. Il était 18h, puis c'était un samedi. Bravo! La chronologie de l'archevêque sera prise pour parole d'évangile dans le monde occidental jusqu'à ce que l'homme se tourne vers un autre ouvrage pour déterminer l'âge de la Terre, celui qui est gravé au cœur même de la roche. Les parois du Grand Canyon sont constituées de sédiments qui datent d'une époque où cette partie du monde était un océan. Puis au fil des millénaires, les sédiments ont été comprimés en roche sous le poids de l'accumulation des couches. Et vous avez deviné, ben oui, les plus anciennes se retrouvent au fond. Il fut un temps où cette région devait abriter des eaux peu profondes. Au Précambrien, il y a environ 1 milliard d'années, il n'existait qu'une seule forme de vie, les fameuses bactéries. Celles-ci étaient bleues et vertes et elles récoltaient la lumière solaire pour fabriquer de l'oxygène. Pour elles, l'oxygène n'était qu'un déchet, mais pour les animaux comme nous qui se développeront par la suite, ce gaz était le souffle de la vie. Bref, il y a des roches très vieilles en dessous. Vous voulez connaître l'âge de la Terre? C'est facile, vous n'avez qu'à déterminer le temps qu'a mis chaque couche pour se déposer. Puis, au lieu de comptabiliser tous les géniteurs depuis la création, eh bien, vous avez juste à additionner les différentes couches. C'est facile, hein? Ah, pas vraiment. Il y a un énorme problème. On sait aujourd'hui que grâce à l'observation de ce processus, les sédiments peuvent se déposer à des rythmes radicalement différents. Le cycle est généralement très lent, de l'ordre d'une trentaine de centimètres par millénaire. Mais lorsque survient une inondation d'ampleur catastrophique, ce même cycle s'accomplit en l'espace de quelques jours seulement. De nombreux géologues ont essayé cette méthode de calcul pour déterminer l'âge de la Terre. Ils se sont appuyés sur les séquences sédimentaires du Grand Canyon et d'autres sites à travers notre planète, mais le résultat donne une estimation trop vague. C'est des chiffres qui vont varier entre 3 et 15 millions d'années, c'est pas très précis. Cette méthode a d'autres inconvénients parce que les couches de roche les plus profondes ne sont pas nécessairement les éléments les plus anciens sur Terre, car même la roche n'a pas survécu à l'enfance bouillonnante de la Terre. Mais vous me voyez venir, hein? À quel endroit la roche a-t-elle eu une enfance joyeuse et calme? Dans l'espace. Existe-t-il des vestiges de la formation de la Terre, des objets susceptibles de nous révéler son âge véritable? Il y a un endroit où l'on peut trouver les fameuses briques et le mortier qui ont servi à la création de notre système solaire. Oui, vous n'avez qu'à aller entre les orbites de Mars et Jupiter. La fameuse ceinture d'astéroïdes. C'est à cet endroit que vous allez découvrir la matière intacte correspondant à la période de la naissance de notre Terre. Ces roches sont à la dérive dans la chambre froide de l'espace.
Vous comprenez maintenant pourquoi il y a énormément de missions en direction de cette ceinture. Il y a tellement d'informations là-bas. Il y a environ 1 million d'années, un gros astéroïde est frappé par un plus petit modifiant sa trajectoire. Celle-ci s'est achevée par une collision avec la Terre il y a environ 50 000 ans. L'impact a laissé un cratère dans la région actuelle de l'Arizona, puis les fragments de la météorite ferreuse qui ont formé ce cratère ont survécu. Et si nous savions quand ce fer a été forgé, ça serait probablement facile de connaître l'âge du système solaire et donc de la Terre. Mais comment pourrions-nous le savoir? C'est ça la question. Certains atomes de ce morceau de roche peuvent être radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent spontanément pour devenir d'autres éléments. Un atome d'uranium devient d'abord un atome de thorium, puis en moyenne, ça prend quelques milliards d'années. Le thorium est beaucoup plus instable. En moins d'1 mois, il se transforme en protactinium, qui dans la minute devient un autre élément. L'atome subit 10 autres réactions nucléaires avant de devenir un atome stable de plomb. Et c'est le stade ultime du cycle de décomposition. Et c'est à l'état de plomb qu'il demeurera pour l'éternité. Ah, c'était beau ça. Merci. Au 20e siècle, des recherches ont été menées sur plusieurs décennies afin de mesurer le temps que prend chaque élément radioactif pour se transformer en un autre élément. Puis les physiciens ont découvert que les atomes de chaque élément instable se décomposent selon un cycle constant. Le noyau d'un atome est une sorte de sanctuaire immunisé contre les chocs et les bouleversements de son environnement. Qu'il soit frappé, bouilli ou vaporisé, il n'y a rien à faire. Son horloge nucléaire continue de tourner, conservant une unité de temps absolue. Connaissez-vous un meilleur moyen qu'un atome d'uranium pour déterminer l'âge véritable de la Terre? Si l'on pouvait savoir quelle fraction de l'uranium contenu dans une roche est transformée en plomb, eh bien on pourrait calculer le temps qui s'est écoulé depuis que cette roche s'est formée. Mais attention, il y a encore un problème. Les roches présentes au moment de la formation de la Terre n'existent plus, elles sont complètement anéanties. Alors je vous confirme qu'il n'y a pas 200 méthodes pour calculer la quantité de plomb présente depuis l'origine, mais une seule, les météorites. Car la quantité de plomb contenue au cœur d'une météorite est exactement la même que lorsque la Terre s'est formée. Puisqu'on connaît le cycle de décomposition naturelle de l'uranium, nous pouvons donc déduire l'âge de la météorite, laquelle s'est formée au même moment que la Terre. Vous n'avez donc qu'à mesurer la quantité de plomb dans les météorites. Et vous croyez que c'était simple de faire ça? Attendez, vous allez voir. En 1947, c'est ce que comprend Harrison Brown, un scientifique de l'Université de Chicago. Il confie ce travail à un jeune étudiant diplômé du nom de Claire Patterson. Patterson ne pouvait pas deviner que cette mission allait changer le cours de son existence et de la nôtre. Ce qui semblait s'apparenter à de la recherche scientifique pure va s'avérer être bien plus que ça. Claire Patterson est le fils d'un facteur, c'est un enfant rebelle et mauvais élève, mais c'est un excellent scientifique. Et un beau jour, il se voit confier un travail scientifique banal par un géologue, Harrison Brown. Il devait prendre des petits cristaux, des zircons de la taille d'une tête d'épingle, extrêmement résistants, et devait mesurer sa quantité de plomb pour par la suite appliquer le principe à une météorite et trouver finalement l'âge de la Terre. Et chaque petit zircon ne renfermait que quelques parties par million d'uranium, puis cet uranium se décompose en quantité encore plus infime de plomb. Tandis que Patterson tente de mesurer les traces infimes de plomb dans les grains de zircon, un autre jeune diplômé mesure les quantités d'uranium dans ces mêmes grains. Et tout ce que Patterson a à faire, c'est de mesurer les quantités de plomb avec une précision identique. Mais du côté de l'uranium, les données montrent toujours le même résultat. Mais pour ce qui est du plomb de Patterson, ce fut un cauchemar. Oh oui! Il relève des quantités de plomb très variables à partir des mêmes grains. Le laboratoire a-t-il pu être contaminé par des expériences antérieures à base de plomb? Mais à moins que les données soient faussées par un fort taux de plomb dans l'environnement naturel. Malgré que Patterson désinfecte le laboratoire de toute trace de plomb, il obtient toujours un taux 100 fois trop élevé. 2 années vont s'écouler. Patterson réalise qu'il va devoir faire bouillir ses outils dans de l'acide et purifier tous ses produits chimiques pour faire chuter le taux de plomb de son laboratoire. Mais en dépit de ses efforts de stérilisation, il parvient toujours pas à résoudre le problème. Il faut repartir à zéro et concevoir son propre laboratoire. L'occasion se présente lorsque Harrison Brown déménage à l'Institut de technologie de Californie à Pasadena et invite Patterson à le rejoindre. Après 6 ans de travail pour éliminer les nombreuses sources de plomb qui parasitent ces instruments, Patterson construit la première salle blanche du monde. Il a finalement pu mesurer la quantité de plomb que renfermait la roche dont l'âge avait déjà été établi. Il s'est attaqué par la suite à la météorite ferreuse pour découvrir l'âge réel de la Terre. Il emporte son spécimen de météorite au laboratoire National d'Argonne dans l'Illinois où le spectre de masse le plus précis du monde n'est tout juste d'être mis en service. Le spectre de masse utilise des aimants pour séparer les éléments contenus dans un échantillon afin de quantifier chacun d'entre eux.
Et cette opération a fourni à Patterson la dernière pièce de l'énigme autour de l'âge réel de la Terre. Patterson a donc finalement réussi à mesurer la quantité de plomb et d'uranium qu'il renferme et à calculer à quel moment il s'est formé. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Après toutes ces années, Patterson a été la première personne à découvrir l'âge véritable de la Terre. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la récompense qu'il a reçue pour cette découverte, une avalanche de problèmes. C'était écœurant. Oh, ça c'est pas très gentil. À cette époque, c'était impossible pour lui d'imaginer qu'il était dans le collimateur de certaines personnes parmi les plus puissantes de la planète. Vous me voyez venir? Pour les Romains de l'Antiquité, la planète Saturne n'était pas un monde réel, mais un dieu roi, le fils d'une union entre les cieux et la terre, le dieu du plomb. Ces colonnes que vous voyez sont les derniers vestiges du temple le plus ancien du Forum de Rome, autrefois consacré à Saturne il y a 2500 ans. Il abritait aussi le trésor de Rome et le bureau des poids et mesures. Les Saturnales sont des fêtes du crépuscule de l'année. Durant cette période, la logique des choses est inversée. Les maîtres servent les esclaves, la guerre et les exécutions sont suspendues et on échange des présents. Quelques siècles plus tard, lorsque les premiers pères de l'Église chrétienne chercheront à attirer davantage de païens, eh bien les Saturnales inspireront le jour de Noël, reprenant le symbole du solstice d'hiver. Oh, vous venez d'en apprendre une, hein? Noël? Saturnale? Un lien, hein? Ben oui. Cette imposante statue de Saturne a pu ressembler à ceci au soir des Saturnales. Dans la Rome antique, ce dieu avait une autre face plus sombre, celle d'un démon froid et maussade ayant des excès de rage irrationnels. Il aurait commis un acte de violence inqualifiable contre son père et dévoré ses propres enfants. De toutes les planètes invisibles à l'œil nu des anciens, Saturne est la plus lente, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle porte le nom du dieu du plomb. Mais il est indéniable que les aspects néfastes de la personnalité de Saturne révèlent notre connaissance ancestrale des symptômes de l'empoisonnement au plomb. Mais ce qui est étrange de la part des Romains, c'est qu'ils savaient que le plomb avait des vertus toxiques qui le rendaient stérile et fou. Mais quel métal utilisaient-ils pour construire les conduites de leur célèbre aqueduc? Voici un indice. Le terme plomberie est issu du latin plumbum, qui veut dire plomb. Quel métal utilisaient-ils pour rendre les sols fertiles et comment adoucissaient-ils leur vin? De quoi recouvraient-ils leur cuve et leur marmite? Certains historiens estiment que l'usage répandu du plomb serait une des causes essentielles du déclin de la chute de l'Empire romain. Mais pourquoi ont-ils continué à utiliser le plomb bien après avoir découvert sa toxicité? C'est parce que c'était un matériau bon marché, très malléable et facile d'emploi. De plus, qui était exposé à ses effets les plus nocifs? Les mineurs et les ouvriers qui traitaient le plomb pouvaient être sacrifiés. Leur vie ne comptait pas, c'était des esclaves. À l'origine, le plomb terrestre n'était pas au contact des choses vivantes, mais il y a environ 8500 ans, l'homme a découvert le moyen de fouiller le sol pour extraire les métaux de la roche. À l'époque où cette ville a été construite, il y a environ 2000 ans, les Romains produisaient 80 000 tonnes de plomb par année. Mais pourquoi le plomb est si toxique pour l'homme? Parce que lorsqu'il s'infiltre dans notre organisme, il imite d'autres métaux comme le zinc et le fer, ceux dont nos cellules ont besoin pour croître et se développer. Les enzymes des cellules trompées par la mascarade du plomb entrent dans la danse. Mais c'est une danse macabre, car le plomb est un imposteur incapable de remplir les besoins vitaux de la cellule. Le plomb agit aussi sur les neurotransmetteurs en bloquant le réseau de communication entre les cellules. Il interfère avec les récepteurs moléculaires essentiels à la mémoire et à l'apprentissage. Imaginez le mal que ça peut faire à un enfant en pleine croissance. Mais l'empoisonnement au plomb n'épargne personne. À l'aube du 20e siècle, les fabricants de peinture au plomb se sont tournés vers l'industrie publicitaire naissante pour persuader les consommateurs que le plomb était sans risque pour les enfants. Un jour, un petit soldat de plomb dit au garçon « Nous avons des amis communs qui contiennent tous du plomb. Pourquoi n'organiserais-tu pas une fête pour que les gens se rencontrent et puissent voir les autres membres heureux de la grande famille du plomb? » La première à se rendre à la fête fut la joyeuse ampoule électrique. Elle dit « Je suis très brillante car une grande partie de mon éclat est due à ma tête de verre qui diffuse une lumière plus vive, car elle est faite de plomb, ha ha ha. » Il y avait également les souliers de caoutchouc, bref, du n'importe quoi. Mais ce n'est qu'à partir des années 1920 que la production de plomb va passer à la vitesse supérieure. C'est lorsque le chimiste Thomas Migley et l'inventeur Charles Kettering de la General Motors découvrent que le plomb tétraéthyle peut être exploité comme additif antidétonnant dans l'essence. Ils forment alors une nouvelle société, Ethyl Corporation. Le département de la guerre des États-Unis avait déjà considéré l'usage du plomb tétraéthyle en tant que gaz toxique. Mais à la différence du plomb dans la peinture, le tétraéthyle est liposoluble. Ça veut dire que c'est une substance qui est soluble dans la
la graisse. Une demi-tasse de ce produit sur la peau suffit à tuer un homme. Les industriels estimaient pouvoir en vendre 60 millions de tonnes par année. Mais le seul problème, c'est que certains des ouvriers qui traitaient le produit dans les usines dans le Delaware et le New Jersey, ils devenaient complètement fous. Ils hallucinaient, sautaient à travers les fenêtres et mouraient en hurlant. Il allait clairement falloir trouver mieux qu'une ampoule joviale pour commercialiser le produit. Il fallait un homme de science qui calmerait les craintes du public et améliorerait l'image du plomb. C'était l'une des premières fois que l'autorité de la science servait à masquer une menace pour la santé publique et l'environnement. Robert Keogh, un jeune diplômé de Cincinnati, est recruté par la General Motors. Il sème le doute scientifique dans l'esprit du public au sujet de la toxicité du plomb. Le plomb est un élément naturel de l'environnement, déclare-t-il. Certes, il y a pu avoir des risques professionnels pour les personnes travaillant au contact du plomb, mais l'autorégulation de l'industrie peut y remédier. Rien ne prouve que le plomb représente une menace pour le consommateur. Pendant des décennies, personne ne va le remettre en cause jusqu'à ce que Claire Patterson se décide à déterminer l'âge de la Terre. Les travaux de Claire Patterson destinés à dater l'âge de la Terre en font l'expert mondial des mesures d'éléments traces métalliques. Comme tout le monde à l'époque, il part du principe que la prévalence du plomb est un phénomène naturel. En véritable scientifique, il entreprend de découvrir tout ce qu'il peut sur la manière dont le plomb circule à travers l'environnement. Et grâce à une subvention de l'Institut américain du pétrole, il part mesurer les concentrations de plomb dans les eaux profondes et les eaux de surface des océans. Là encore, Patterson réalise que ces relevés initiaux n'ont aucun sens. Les mesures effectuées au fond des océans font apparaître de très faibles concentrations de plomb, tandis qu'à la surface, les quantités sont 100 fois supérieures. Dans tous les océans du monde, il faut quelques siècles pour que les eaux de surface se mélangent aux eaux profondes. Patterson conclut que la forte présence de plomb dans les eaux de surface est un phénomène récent sans quoi la distribution serait plus équitable. Ayant déterminé la teneur en plomb de la surface des océans et le temps requis pour que le métal atteigne les eaux profondes, mais Patterson a pu évaluer le taux de contamination à la surface. La question était de savoir d'où provenait le plomb qui alimente les océans du globe à une telle cadence. C'était moins évident que le plastique. Patterson découvrit que le plomb en question provenait de l'essence au plomb. Et le gros problème, c'est que les subventions pour le laboratoire, ça venait de l'essence. Conflit d'intérêt. Mais Patterson décida quand même de publier son travail scientifique afin de dénoncer les méfaits de l'essence au plomb. 3 jours après la publication de son article dans la prestigieuse revue scientifique Nature, les pressions commencent avec la visite de hauts placés de l'industrie pétrochimique. Il acceptait de financer les recherches de Patterson à 100% dans n'importe quel autre domaine de recherche. Mais Patterson répondit « Le plomb est une neurotoxine. Quand vous expédiez votre plomb tétraéthyle de l'usine avant de l'ajouter à l'essence, vous le manipulez comme une arme chimique. Il y a une raison à ça. Où croyez-vous que tout ce plomb se répand quand il sort des pots d'échappement? Songez aux conséquences pour nous et pour nos enfants. Vous allez continuer à déverser des millions de tonnes de poison dans l'air que nous respirons. Si mes recherches ne mettent pas un terme à votre activité, d'autres scientifiques y parviendront un jour. » Mais le lendemain, Patterson a perdu toutes ses subventions de l'industrie pétrolière qui ont même tenté de licencier. Mais le gouvernement américain, l'armée, la marine, la Commission de l'énergie atomique, le ministère de la Santé publique et la Fondation nationale pour la science le soutiennent et posent ses recherches sur la pollution au plomb. Ces études le mènent du Groenland à l'Antarctique et à travers les fleuves, les montagnes et les vallées du globe. Même dans les conditions les plus extrêmes, Patterson et son équipe s'efforcent de reconstituer l'environnement immaculé des salles blanches. Les combinaisons en plastique sont remplacées quotidiennement, travaillant de 10 à 12 heures par jour à des températures extrêmement froides. Ils creusent un tunnel de 60 mètres dans la glace de l'Antarctique. Un voyage vers le passé destiné à prélever de la neige tombée 3 siècles plus tôt avant que ne débute la révolution industrielle. Et après 4 semaines dédiées à la collecte des échantillons, Patterson est prêt à regagner son laboratoire. Et comme pour les océans, il découvre que les neiges d'antan ont beaucoup moins de plomb. Que ses recherches le mènent aux antipodes ou lui fassent remonter le temps, les résultats racontent toujours la même histoire. La présence de plomb dans l'eau et l'air était largement inférieure dans le passé que nos jours. Depuis des millénaires, nous savons que le plomb provoque des lésions cérébrales, des troubles de développement, des comportements violents et qu'ils peuvent entraîner la mort. En cherchant à découvrir l'âge de la Terre, Patterson prouve l'existence d'un empoisonnement de masse à une échelle sans précédent. Mais Robert Keogh et les autres scientifiques corrompus par l'industrie du plomb persuadent le public qu'il n'y a pas de matière à s'inquiéter. Patterson va passer pour un excentrique aux yeux de tous avant qu'un homme lui prête attention.
Patterson emploie les grands moyens pour révéler publiquement le fruit de ses recherches sur le plomb. Il publie ses études dans une revue de santé environnementale renommée et en envoie une copie à un sénateur particulièrement influent. Edmund Muskie, sénateur du Maine et le président de la sous-commission sénatoriale qui étudie la pollution de l'air et de l'eau. Et en 1966, il dirige des audiences sur la question du plomb. Et le premier témoin est le Dr Robert Keogh, scientifique et défenseur de longue date de l'essence au plomb. Son témoignage, pas de surprise. Il n'existe pas la moindre preuve permettant d'affirmer qu'il y a eu un quelconque changement durant cette période, pas la moindre. Les audiences se tiennent alors que Claire Patterson, le détracteur le plus virulent sur la question, se trouve en Antarctique. Mais contre toute attente, il se présente au 5e jour des témoignages. Et lui, son témoignage était pas mal différent. Il semble y avoir une augmentation de la concentration de plomb dans les organismes humains. Les taux qu'on observe dans l'organisme humain ne sont en aucune façon naturels. Le plomb correspond à une grave agression chronique pour le corps humain. Il est totalement irresponsable d'extraire des millions de tonnes de substances toxiques et de les répandre dans l'environnement. Votre but est de vendre du plomb. Patterson continua à combattre l'industrie pendant 20 ans avant que le plomb ne soit enfin banni des produits de consommation américains. L'homme qui a découvert l'âge de la Terre est aussi à l'origine de l'une des plus grandes victoires de santé publique du 20e siècle. Dans l'espace de quelques années, les taux de plomb dans le sang des enfants ont chuté de 75%. Le consensus médical est total. Il n'existe pas de seuil, aussi infime soit-il, en deçà duquel le plomb n'est pas toxique pour l'organisme humain. Aujourd'hui, les scientifiques sonnent l'alarme sur d'autres dangers environnementaux. Afin de défendre leurs intérêts personnels, certaines compagnies continuent d'engager leurs propres scientifiques pour brouiller les cartes. Mais s'il y a bien une chose que nous ne pouvons tromper, c'est bien la nature.